crois qu'on a le droit de enlever nos masques. Très bien. Et, doublement vacciné, doublement covidé, donc porter les anticorps. Et voilà, je vous mets en mode avion, qui se voit. moi aussi, c'est peut-être pas mal. Voilà. Ah. On va y arriver. Merci infiniment Jean-Michel, merci infiniment à vous toutes et tous d'être là. Je suis un peu ému en plus puisqu'on a démarré il y a 3 quarts d'heure exactement le festival avec la création de Joseph Schiano di Lombo au 22e étage qui est juste magnifique. C'est un moment de contemplation en altitude et je trouve que c'est un beau symbole de démarrer en altitude et en 360 ce festival et de me retrouver avec toi Jean-Michel pour, je vais te tutoyer, pour cette masterclass qu'on a réussi à préserver dans ce foyer F où Soulage nous protège. Et parce que je crois que ce qui nous relie dans cette aventure artistique d'Hyper Weekend Festival, c'est à la fois l'innovation, c'est l'audace, et c'est ce lien particulier que l'on doit toujours tisser entre le présent, dans lequel nous vivons, le futur dans lequel nous nous projetons, et on ne peut se projeter et bien vivre que si on a conscience d'où on vient et d'où on parle, comme on disait dans les amphithéâtres en mai 68. J'étais trop petit, mais j'ai appris ça, qu'au moment des battles, on disait « mais toi, d'où tu parles ?» Eh bien, on va savoir avec Jean-Michel Jarre précisément d'où on parle. Alors cette masterclass s'intitule, cher Jean-Michel, du GRM à la réalité virtuelle, histoire de l'innovation sonore. Le GRM, créé en 1958 par Pierre Schaeffer, n'imaginait sûrement pas un jour que l'innovation sonore serait peut-être plus contemporaine aujourd'hui qu'elle ne l'était en 1958. C'était un peu des pionniers, des aventuriers, des insouciants qui n'imaginaient peut-être pas qu'en 2022, un de leurs disciples mettrait l'innovation sonore au sommet de sa stratégie d'inspiration. En fait, c'est ça l'histoire de Jean-Michel Jarre. Oui, au fond, les avant-gardes, ce sont des gens qui deviennent classiques 30 ou 40 ans plus tard. Et c'est vrai que quand on réécoute la musique contemporaine de cette époque, alors la musique contemporaine de cette époque, c'est un oxymore, justement, mais qui a tout son sens. C'est-à-dire que quand on écoute les œuvres d'avant-garde, comme celle de Boulez, par exemple, on pense, quand on écoute Boulez aujourd'hui, on ne pense pas au XXIe siècle. C'est pas un jugement de valeur, hein, c'est pas une critique, mais on pense plutôt à une histoire, à un moment de l'histoire de la musique qui est plutôt lié aux années 60-70. C'est-à-dire qu'on pense plutôt à l'Atomium de Bruxelles, à Le Corbusier, plutôt qu'au XXIe siècle. En revanche, quand on pense à des gens comme Pierre Schaeffer ou Pierre Henry, avec la musique électroacoustique, finalement, ce sont devenus des classiques, pas nécessairement par leur musique, mais par leur méthode, qui est aujourd'hui une méthode qu'on utilise tous dans les musiques actuelles, sur le plan de l'approche sonore. Et c'est eux qui ont vraiment défriché. Et évidemment, c'est pas un hasard si on se retrouve ici avec toi, Didier, pour parler de ça ici à la Maison de la Radio, puisque, comme vous le savez, la musique électroacoustique et la musique électronique dans son ensemble doit énormément au service public. Et je voudrais dire qu'à un moment où un certain nombre de gens en ce moment mettent en question le service public et son utilité, plus que jamais, il est important de rappeler que le service public, la Maison de la Radio et de la musique, qu'on célèbre finalement à travers cet hyper festival que tu as monté, est absolument importante au-delà même des murs de cette maison. C'est-à-dire le fait qu'il ne faut pas oublier que cette maison, le service public a inventé et a développé, que ce soit la FM, que ce soit le binaural, les enregistrements avec les couples stéréo pour les orchestres symphoniques, et aujourd'hui, effectivement, le multicanal.
Et le multicanal est quelque chose qui a été en fait exploré dès la fin des années 40 par justement Pierre-Henry. Alors, revenons un petit peu on va revenir évidemment à Pierre-Henry, auquel tu rends hommage pendant tout ce Hyper Weekend Festival, mais tu as parlé de la Maison de la Radio et de la Musique, qui était un geste fort proclamé par la présidente Sybille Veil début janvier 2021. Et en fait, ce qui est intéressant dans Maison de la Radio et de la Musique, c'est que ça rejoint, je ne sais pas si Sybille Veil avait cette idée-là au moment où elle a décidé de rebaptiser ce bâtiment magnifique, que Schaeffer a tout de suite fait, alors qu'il a un parcours de polytechnicien, d'ingénieur, mathématicien, il a tout de suite fait le lien entre la radio et la recherche sonore, puisqu'il appelait la radio finalement les machines à communiquer. Comment tu peux nous expliquer en fait cette prescience que radio et musique et recherche sonore étaient si intrinsèquement liées dans la recherche de Pierre Schaeffer? Schaeffer est une sorte de Jules Verne de la matière sonore. En fait, c'est quelqu'un qui a effectivement pressenti le lien, l'importance au fond que la radio a comme média sur le plan émotionnel à travers la matière sonore. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'à une époque où depuis déjà un certain temps, le visuel prend le pas sur beaucoup de choses dans notre vie quotidienne, et mettant en danger les nouvelles technologies d'Internet, mettant en danger l'industrie du cinéma, ou l'industrie beaucoup d'industries ou beaucoup de modes d'expression visuelle, en fait, qui doivent se remettre en question, qui sont affaiblis. En fait, la radio n'a pas du tout été atteinte par tout ça. C'est-à-dire que la radio n'a jamais été aussi pertinente que justement dans les pays où Internet, par exemple, est plus développé. C'est le cas en Suède, c'est le cas avec la BBC en Angleterre, c'est le cas en France, où la maison de la radio, où les stations de radio n'ont jamais été aussi importantes et pertinentes. Et donc Schaeffer a senti tout ça. Il a senti aussi Internet. Il le décrit d'ailleurs, sans le nommer, mais il décrit Internet. Et de quelle façon, en fait? Pardon? De quelle façon? Justement sur le fait que au-delà de la radio, les machines à communiquer vont créer une sorte de... Alors, il n'appelait pas une sorte de cloud, en fait une sorte de réseau qui était une sorte de super réseau broadcast qui passerait par l'électronique. Donc il y a cette vision-là, et en même temps, ce que tu disais, c'est que ce lien avec la radio est important parce que finalement, lui, la musique concrète est partie justement avec le fait d'utiliser, de détourner des machines qui étaient des machines liées au broadcast et à la radio pour faire de la musique. C'est-à-dire les magnétophones, les filtres, les oscillateurs qui étaient faits pour régler la maintenance, qui servaient à la maintenance pour régler les émetteurs de radio. Et finalement, il y a ce lien, dès le départ, entre la musique électroacoustique et la radio, qui fait qu'il y a ce... Et puis le fait aussi que, finalement, à partir du moment où on travaille, non pas avec des instruments acoustiques pour partager le son, mais à travers du matériau électrique, eh bien la machine à communiquer, le haut-parleur, finalement, c'est la radio. À partir de quel moment, Jean-Michel Jarre, un son est un son? Alors, en fait, Schaeffer disait que la différence qu'il y a entre un bruit et de la musique, c'est la main du musicien, c'est-à-dire l'intention qu'on a. C'est-à-dire que c'est un peu... Et dans ce sens, je pense que la musique électroacoustique, que ce soit Schaeffer et Pierre-Henry dont on va parler, sont des gens qui sont très liés au surréalisme, qui est un mouvement français, et cette idée, au fond, que des bruits qui ne sont pas faits pour vivre ensemble peuvent devenir, par la volonté du musicien, d'un seul coup faire partie d'une orchestration bruitiste, musicale, qui est en fait la manière dont on travaille aujourd'hui dans l'électro, entre autres. Alors, dans le rap. On va évidemment revenir à ta rencontre avec Schaeffer et surtout Pierre-Henry, mais quand même, ce que je trouve assez beau finalement dans ton histoire personnelle, c'est que tu découvres, si je ne m'abuse, le goût de la musique, de la technique et du bricolage par ton grand-père. C'est lui ton premier GRM, en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai que
je raconte dans ma biographie en fait que mon grand-père en fait était un personnage tout à fait atypique. Il était à la fois musicien, joueur de hautbois et en même temps aussi ingénieur et inventeur. Il a inventé une des premières consoles de mixage pour la radio justement, donc on reste on s'en sort pas. Et puis aussi l'ancêtre de l'iPod, qui est les premiers tourne-disques Tepaz, avec lesquels on pouvait partir pique-niquer pour aller écouter en écoutant Edith Piaf ou Chet Baker. C'est quand même dingue ça. Oui, c'est quand même assez drôle. Et en fait, il m'a offert, quand j'avais 10-11 ans, un magnétophone d'occasion, un magnétophone Grundig allemand. Et en fait, je passais ma vie à enregistrer des choses sans savoir. Je faisais de la musique électroacoustique avant la lettre, un peu comme un jeune petit monsieur Jourdain. Et en fait, en enregistrant tout ce qui était à ma portée. Et puis un jour, j'ai passé la bande à l'envers par erreur et j'ai cru qu'il y avait des aliens qui me parlaient. Et ça m'a donné le goût de commencer à trafiquer les sons à travers les premiers groupes de rock dans lesquels j'étais. Justement, je passais ma guitare je la passais à l'envers, je variais la vitesse, etc. Et puis, il y avait un batteur qui s'appelait Stanislas Witold, qui était en fait le fils de Jean Witold, qui était un musicologue très, très connu dans cette maison et un critique musical. Et ce Stanislas en question me dit, tu sais, tu devrais aller voir. Mon père m'a dit qu'il y avait des gens là il y avait une bande d'allumés qui était qui est liée à la maison, à l'époque à l'ORTF. L'ORTF, c'est ça. Oui, c'est ça, et qui travaille justement de cette manière-là, avec les magnétophones, etc. Et donc c'est comme ça que j'ai pris contact avec le GRM. J'ai passé un concours, j'ai été pris, et je suis resté à peu près 3 ans au GRM. Et c'est là où j'ai rencontré Schaeffer, et que, en fait, c'était marrant, parce que c'était l'époque de 68, où en fait, il était bon et presque naturel de se rebeller contre tout. Et pour moi, la musique électroacoustique, c'était un merveilleux moyen de se rebeller contre à la fois les dogmes du conservatoire, les dogmes du rock aussi, du jazz, de tout ce qui est, et d'avoir une autre approche musicale nouvelle. Et je ferai juste une petite parenthèse que je peux peut-être raconter ou pas. C'est qu'en fait, moi, à cette époque-là, et 2 ans avant, quand j'avais 15-16 ans, j'allais à l'Olympia le soir pour écouter des groupes de rock, parce que c'était une époque où en fait l'Olympia ouvrait ses portes à des groupes de rock anglais pendant une partie de la nuit. Et en fait, je me disais, cette musique est la musique de notre génération, finalement, j'entendais ce qui se passait dans la pop française à l'époque, ou de la variété, et les gens faisaient des covers, en fait, des versions françaises, des versions anglaises, un petit peu comme si on écoutait du Jacques Brel malgache ou de l'Edith Piaf qui viennent de Madagascar. Et je me disais, mais ils tiennent leur révolution, d'accord, c'est la nôtre et c'est celle des générations qui vont venir, mais c'est pas la nôtre ici en France. Et en fait, quand je rentre au GRM, je me dis, mais c'est ça notre révolution, c'est là où on a une légitimité, quelque chose qui n'a rien à voir ni avec le jazz, le blues, le rock américain ou anglo-saxon. Et je pense qu'il y a une vraie légitimité de la musique électroacoustique française et qui a donné justement, qui a fait ce que d'ailleurs les DJ ne savent pas suffisamment, c'est qu'en fait, souvent les DJ font appel, quand on leur demande, j'ai une conversation, et puis bon, après je te laisse parler, mais j'ai eu une conversation, quand la veille de faire Coachella, je fais une interview avec un journaliste américain, avec Pedro Winter. Et on nous pose la question de savoir quelles sont les origines de la musique électro, et Pedro répond, c'est Détroit. C'est-à-dire, c'est la musique techno. Et je lui dis, bah non, et on a en direct devant ce journaliste américain qui était assez éberlué, il fait, bah non, c'est arrivé 30 ans ou 40 ans avant, justement, à Paris. Il me dit, bah oui, j'avais jamais pensé à ça. Et c'est quand même Pedro, qui est quelqu'un qui a effectivement de la bouteille dans le milieu. Donc, il y a aussi cette idée, même que beaucoup de jeunes de l'électro, des musiques actuelles, ne font pas le lien avec leurs propres racines. Et c'est pour ça que c'est important aussi, cet hyper-festival, c'est important aussi de le rattacher à cet endroit d'où toutes les parties font. Ouais. Et juste une petite parenthèse aussi, quand tu parles de ton parcours qui ressemble à de la rébellion, y compris contre le rock qui était symbolique de la rébellion, tu as quasiment 25 ans d'avance sur cette génération électro qui elle-même s'inscrira dans une forme de contre-culture et de rébellion. Sauf qu'à l'époque, peut-être,
le GRM et tout ce qui environne le GRM, comme c'est très lié à l'idée de la recherche, à l'idée aussi de penser la musique, on l'appréhende un peu comme peut-être une forme d'expression bourgeoise, alors que c'est l'inverse en fait. Tout à fait. Et ça, c'est lié à une conversation qu'on a déjà eue. C'est l'idée, au fond, qu'en France, les élites françaises sont passées à côté de la pop culture. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu assez peu de liens entre, finalement, ce qui se passait dans la pop culture au sens large, pas seulement dans la musique, mais de manière générale, et la France. Et en fait, des gens comme Schaeffer, c'était en fait ce sont des penseurs et qui ont comme tu le dis, qui ont eu une approche assez intellectuelle, en même temps, tout à fait intellectuelle, de la musique. Et ce qui m'a gêné, moi, au bout d'un moment avec le GRM, c'est qu'au bout de 2-3 ans, j'avais l'impression que les gens comme Soft Machine, comme Pink Floyd, des gens comme ça, faisaient finalement de manière intuitive les mêmes genres de recherches, c'est-à-dire la recherche sur les textures sonores, sur la matière, et que finalement, il y avait un pont naturel qu'il fallait établir. Et Schaeffer lui-même, d'ailleurs, s'en est rendu compte à tel point que, entre autres, il m'a dit, toi, il faut que tu perds pas ton temps ici, va au contact du public et va expérimenter les choses qui te tiennent à cœur, parce que je pense que tu es dans le vrai et que la recherche, elle est intéressante à partir du moment où on trouve. C'est lui, en fait, qui a ouvert la cage. Alors, petite précision dans le déroulement de cette masterclass. Une masterclass, c'est un échange entre un maître et puis un passeur. Mais vous êtes là, et c'est très important aussi que vous puissiez prendre la parole. Et ça tombe bien, vous allez être contraint de la prendre parce qu'il faut que je m'échappe 5 minutes pour aller ouvrir, 5-10 minutes maximum, pour aller ouvrir officiellement les spectacles au Studio 104. Donc je ne partirai pas tant que quelqu'un n'aura pas posé la première question. Comme ça, je serai rassuré de savoir que Jean-Michel est entre de bonnes mains. Alors, c'est à vous. Et ben voilà. Bon, ça on ne me l'avait jamais fait encore, ça. Merci, à bientôt la semaine prochaine. À tout de suite. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Écoute, très heureux déjà de te retrouver en chair et en os avec nous pour les concerts de ce week-end. J'avais une question, parce que moi-même j'avais fait, quand j'avais 15 ans, une année de classe d'électroacoustique au Conservatoire de Nantes. On avait étudié du François Bale. Et ce qui est étonnant, c'est que dans la classe d'électroacoustique, finalement, ça restait vraiment au niveau synthèse sonore, on va dire, à partir d'objets, d'enregistrement, etc. Mais ça ne voulait pas passer un petit peu au-dessus. Alors c'était en 89-90. Je voulais savoir comment était venue cette passerelle, justement, d'électroacoustique pure du GRM à l'utilisation justement de la partie synthétiseur et intégrer tous ces sons-là dans une musique solfégique, façon de parler, quoi, les notes. Oui, il y a deux questions qui sont très intéressantes dans ce que tu viens de dire. D'abord, la différence qu'on peut faire, enfin en tout cas la séparation, non pas la séparation, mais tout simplement la différence entre la musique électroacoustique et électronique. Comme on sait, la musique électroacoustique, ce qui fait sa spécificité, c'est de partir de matériaux bruts, d'échantillons, en fait de sampling, comme on appelle, comme ce qu'on veut dire aujourd'hui, et de samples, et puis d'en faire de la musique. La musique électronique, c'est une musique qui est issue d'oscillateurs, donc de fréquences d'oscillateurs, et c'est quelque chose de différent dans la manière de travailler. Et l'importance de Schaeffer, c'est justement d'avoir développé toute une technologie, une technique très particulière, justement de musique faite à partir de bruit de la nature, de bruit urbain, de bruit du réel. Alors que la musique électronique part d'oscillateurs et de fréquences électriques. Et donc, du coup, ce pont-là, c'est quelque chose qui existait à l'époque entre la France et l'Allemagne. C'est-à-dire que la France c'était la musique électroacoustique, et l'Allemagne, avec des gens comme Stockhausen, était plus liée à l'électronique. Et puis tout ça s'est très vite mélangé, et moi,
comme d'autres de ma génération, on avait cette espèce de... Enfin, on n'était pas nombreux, enfin en France, on n'était pas nombreux à avoir la volonté de se faire ce pont, parce que où tu étais, comme tu le sais, dans le domaine de la musique électroacoustique, qui était vraiment le domaine de la musique, de la recherche, mais pas nécessairement d'établir des ponts avec la musique pop, d'une certaine manière, pop au sens populaire. Et moi, j'ai toujours été intéressé par établir cette passerelle, et notamment par l'importance de la mélodie. Je me souviens que Xenakis, qui venait faire des masterclass justement au GRM, qui par ailleurs est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais disait quelque chose qui nous avait tous beaucoup choqués en disant que finalement la musique, tout ce qui est lié à l'émotion en matière musicale est suspect. Donc ça montre à quel point à cette époque il y avait une volonté très extrême d'avoir une approche cérébrale et intellectuelle de la recherche sonore. Et donc moi, très naturellement, j'ai eu envie de mélanger les deux, aussi bien le côté acoustique, électroacoustique de l'échantillon, que les synthés, qui permettaient justement de pouvoir faire, et qui permettent d'inventer ses propres sons aussi, sans passer par le micro, l'enregistrement, et puis aussi de considérer que la mélodie étant le centre pour moi, ce qui est le plus important dans la musique, c'est la mélodie, ou en tout cas une intégration de la mélodie. Donc tout naturellement, c'est cette passerelle-là que j'ai eu envie à laquelle j'ai eu envie d'accéder, qui n'était pas du tout la problématique du GRM. Une autre question? Bonsoir. Le titre oxymore, c'est un mot que vous utilisez plusieurs fois déjà. C'est parce que vous aimez la sonorité du mot, ou bien parce que c'est vraiment le concept derrière d'associer des contraires? Et si c'est associer des contraires, dans ce cas-ci, l'oxymore, il est où dans ce projet? Bien, merci de poser la question. En fait, c'est vrai que c'est d'abord un mot que j'aime bien, c'est un concept que j'aime bien, et c'est vrai que même quand j'ai pu écrire des textes, qu'on parle des mots bleus ou les paradis perdus, sont des oxymores déjà. Et donc c'est quelque chose que j'aime bien, mais qui, au-delà d'un goût personnel, pour moi, est quelque chose qui est très lié à la création. Parce que finalement, la création, c'est d'utiliser... Qu'est-ce qui fait l'originalité d'une création? C'est finalement de décrire l'inattendu ou l'inconcevable de manière poétique. Et du coup, d'associer des choses qui ne sont pas nécessairement faites logiquement pour aller les unes avec les autres, mais qui vont créer une émotion, parce que justement, elles créent un élément de surprise. Et dans le cas de ce que je présente ici, c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis très longtemps, et vous verrez, j'espère que c'est quelque chose que vous apprécierez, parce que c'est quelque chose qui est assez, qui est d'une certaine manière un peu un aboutissement par rapport à mon travail. Justement, Pierre-Henri, de ce point de vue-là, m'a servi aussi de source d'inspiration, pas seulement par rapport au son que j'ai eu la chance d'avoir à travers sa famille, et ce qui était une sorte de legs, mais au-delà de ça, l'oxymore, c'est aussi le fait de travailler en partie, d'intégrer en tout cas des sons qui sont de Pierre-Henri, qui ne sont pas nécessairement, la musique de Pierre-Henri et la mienne sont déjà un oxymore en tant que tel, même s'il y a beaucoup de liens et que ça a toujours été une grosse source d'inspiration. Et en fait, l'oxymore, c'est aussi lié, comme je le disais, à la musique électroacoustique, de prendre des bruits qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et de prendre le son de la pluie, le son d'un oiseau, le son d'une voiture qui passe, et puis en faire de la musique. A priori, ce ne sont pas des sons qui sont faits pour être ensemble. Donc, je dirais que l'oxymore, ça pourrait presque être une définition de la musique électroacoustique, et en même temps aussi, cette approche que Pierre-Henri a eu particulièrement, c'est-à-dire un lien avec le surréalisme, c'est-à-dire justement le fait d'avoir sa musique est très surréaliste. Variation pour une porte et un soupir, par exemple, c'est typiquement un titre qu'aurait pu écrire un artiste comme Philippe Soupeau, ou c'est très Marcel Duchamp en fait, sa démarche. Donc c'est ça qui m'a beaucoup intéressé, et dans l'électroacoustique, c'est justement ça qui est intéressant, c'est justement cette rencontre avec des éléments qui n'ont rien à voir. Et en fait,
je pense que cette création que je te présente en avant-première ici, et je suis heureux de pouvoir la partager avec vous, c'est un peu cette idée poussée à son paroxysme, c'est-à-dire vraiment aussi bien dans la structure, c'est-à-dire de passer assez rapidement, vous verrez, de texture à une autre, de son à un autre, et aussi un amalgame de choses qui a priori ne seraient pas faites pour vivre ensemble, et d'arriver à en créer un contexte harmonieux. Je ne parle pas sur le plan musical, mais sur le plan de l'émotion, des sensations. Une autre question? Bonsoir, Pour l'instant, le premier rang domine. Hein. Il va falloir quand même réagir derrière. Bonsoir Jean-Michel, vous dites que la stéréo n'est pas naturelle. Est-ce que vous avez pensé à retravailler peut-être vos albums dans un avenir? Ou les laisser Bah oui, en fait, c'est vrai que la stéréo a été existée par des gens très malins dans les années 40 pour créer une notion d'espace en décalant le canal gauche et le canal droit, mais c'est vrai, comme tu dis, c'est vrai que la stéréo n'existe pas dans la nature. Quand on se parle, on est en mono, une voiture qui passe est en mono, et finalement c'est l'environnement autour de nous et nos oreilles qui crée le sentiment de surround, je dirais. Et au fond, la technologie aujourd'hui nous permet de revenir paradoxalement à une écoute naturelle. C'est-à-dire que quand on est dans la vie, en fait, ce qui fait que d'ailleurs dans les systèmes immersifs dont on parle tant en ce moment avec les métavers, avec le développement de la réalité virtuelle, etc., finalement, le champ visuel dont on parle, quand on parle de métavers et de réalité virtuelle, on pense souvent à des univers visuels, d'être dans un monde qui est un monde par définition visuel, issu des jeux vidéo, etc. Et en fait, notre champ visuel est de 140 degrés, notre champ auditif est de 360, donc en fait, ce qu'il y a de plus important dans l'immersion, c'est le son. Et au fond, la technologie aujourd'hui nous permet paradoxalement de revenir à une écoute naturelle, beaucoup plus naturelle du son, et je parie que d'ici 2 ou 3 générations, les gens considéreront notre stéréo comme on considère aujourd'hui le gramophone mono de nos ancêtres. C'est exactement ça, moi j'aime beaucoup. Et finalement, moi je me rends compte avec le temps que la musique que j'ai écrite jusqu'à maintenant, c'est une musique qui n'était pas faite pour la stéréo. En fait, j'ai toujours pensé beaucoup plus sur le plan de l'espace. D'ailleurs, en ce sens, ça rejoint en fait l'impressionnisme aussi. Il y a beaucoup de peintres impressionnistes qui pensaient, Didier, vraiment, merci de revenir, ça nous touche tous beaucoup. Je disais que l'impressionnisme, enfin il y a des peintres impressionnistes justement qui auraient rêvé de la réalité virtuelle, justement pour pouvoir peindre en 3D, parce que l'impressionniste c'est un petit peu ça déjà. Et moi, j'ai toujours en fait finalement rêvé, d'une certaine manière, depuis Oxygène et avant, ma musique en 3D. Et aujourd'hui, la technologie me permet de le faire. Et vous verrez, et vous entendrez plus exactement, aujourd'hui, quelque chose qui me tient à cœur sur un autre plan, parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de scénographie, il n'y a pas de... il y a vraiment l'idée de partager avec le public un voyage sonore, essentiellement sonore. Et ça, pour moi, avant, c'était pas possible à cause de la technologie. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles aussi je me suis penché sur l'expression visuelle pour créer un lien pour la performance de musique électronique. Et je pense que demain, ça sera non pas moins important, mais pas obligatoire. Alors que jusqu'à maintenant, moi, je le considérais plutôt comme obligatoire. Alors je ne sais pas ce que vous vous êtes dit, mais je suis sûr qu'on a dit plein de choses. Enfin, on a surtout parlé avec le premier rang. Je veux dire qu'il y a un décalage total. Toujours les premiers rangs, c'est connu. C'est bon, les élèves. Alors, juste, je pense que tu as un peu parlé aussi de ton parcours, parce que j'ai entendu parler on a parlé d'Oxygène. Mais moi, je voulais quand même savoir quelque chose sur cette série. Après la série Oxygène, ton travail, ce sera aussi le rapport entre le son et l'espace. Et dans un premier temps, l'espace était on ne peut plus élargi, je dirais presque très élargi, puisque contrairement à ce qui va se passer ce soir avec l'immersif et la proximité, tu avais pour la plupart du temps à cœur de te produire en plein air, et la confrontation du son avec les lieux
en général, était aussi une façon de provoquer un grain de sable, puisque tu occupais des espaces qui n'étaient pas faits pour le son. Comment on passe de l'infiniment grand, spatial, à ce soir, et pendant ces 3 soirs où tu vas jouer Oxymore, à l'infiniment petit, mais en provoquant dans l'imaginaire cet infiniment grand. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire? Ce que j'aime bien dans les questions de Didier Varro, c'est qu'à la fois les questions et les réponses. Et en fait, ça facilite beaucoup le travail. Surtout quand on n'a pas beaucoup dormi depuis plusieurs nuits. Donc voilà, je pourrais maintenant, moi, partir et le laisser tout seul et continuer. Tu peux aller voir les questions et les le réponses. prochain concert du podcast. Exactement. Non, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, dans ta question, comme tu l'auras compris, il y a la réponse. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, grâce justement au multicanal et à cette spatialisation, l'infiniment grand, on peut le toucher en fermant les yeux, si j'ose dire. Et que, au fond, moi j'ai toujours considéré que, en fait, la musique ouvre les yeux. C'est-à-dire que, en fait, moi je vous conseille ce soir même de fermer les yeux. Je suis accessoire. Et j'ai toujours, justement, et c'est intéressant de parler de tout ça, parce que j'en ai jamais vraiment parlé, mais dans les concerts que j'ai pu faire, moi je me suis toujours considéré comme accessoire. Même si vous avez eu la gentillesse, et je connais un certain nombre d'entre vous qui sont en fait des fans, et que je respecte beaucoup, et je le dis au sens noble du terme, en fait pour moi, dans mes concerts, comme un certain nombre d'entre vous le savent, pour moi j'étais un élément parmi une scénographie qui me dépassait beaucoup, et j'avais envie de partager justement par l'espace, comme tu viens de le dire, cette émotion. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité de la partager à travers le son, directement, ce qui n'était pas complètement possible. Il fallait justement, et ça a toujours été l'ambiguïté des performances de musique électronique, c'est pour ça d'ailleurs, je pense avoir été l'un des premiers des pionniers de vouloir établir un pont entre les technologies, les techniques visuelles et la performance électro, ce qui maintenant est devenu courante, d'ailleurs au-delà de l'électro, même dans le rock. On ne peut pas considérer aujourd'hui un show sans visuel, alors qu'aujourd'hui, ce que je propose, et ce que j'ai envie de développer aussi, c'est justement des shows sans visuel, parce que je pense que la musique, alors c'est pas prétentieux de ma part, mais je pense que la musique peut se suffire à elle-même à partir du moment où elle est justement, elle prend en compte l'espace. Et pour en revenir à Pierre-Henry, ce qui est intéressant chez lui, c'est que c'est le premier, ou un des premiers, qui a vraiment réfléchi sur l'espace. Il a créé ce qu'il appelait un spatialisateur, qui était un instrument qui ressemblait à un grand hula hoop, comme ça, un grand anneau, comme ça, il passait un appareil bizarroïde pour justement faire balader le son à travers des haut-parleurs. Tout ça était très brut, très simple, mais en même temps procédait de la volonté de vouloir dépasser les limites de la stéréo et dépasser au fond. La stéréo est culturellement quelque chose qui est lié à notre approche culturelle de l'orchestre. C'est-à-dire qu'on est en face d'un orchestre, il y a une scène avec un orchestre. Mais en fait, le son, c'est autre chose. Alors l'orchestre, on peut dire que l'orchestre, le son de l'orchestre et le son d'une scène peut envahir l'espace, mais c'est pas du tout la même chose. Ça reste toujours frontal. Et la grande différence avec la spatialisation, c'est que justement, c'est plus frontal. Et ça demande justement une écriture complètement différente, une réflexion différente, et je suis absolument convaincu que ça va générer des nouveaux artistes, des nouveaux styles musicaux, des nouvelles manières d'approcher la musique, et aussi de créer beaucoup de jobs, d'emplois dans les domaines justement de la technique, du mixage et des studios. Alors, avant de venir précisément à cette œuvre que tu vas proposer, qui s'intitule Oxymore, mais c'est déjà un lien, puisque moi j'ai eu la chance quand même d'écouter en avant-première, non pas ce que vous allez découvrir ce soir, mais cette pièce assez hallucinante qui m'a renvoyé à un questionnement qui est propre au cheminement ou à l'image qu'on a pu avoir du GRM et de ses chercheurs de son, qui étaient plutôt perçus comme des sorciers
qui agite le cérébral. Et la musique, souvent, la musique pop, elle appelle plutôt au corps, à la sensualité et à la chair. Et dans ce qu'on va écouter et découvrir ce soir, tu pars d'une matière qui est plutôt cérébrale et tu essayes, et tu y parviens de manière assez incroyable, à faire y entrer la sensualité et l'organique. Comment tu as travaillé justement cette opération de rencontre du troisième type entre cette recherche cérébrale, cette façon de penser la musique et puis tout d'un coup cette perception animale? Merci déjà de cette question parce qu'elle induit elle induit un éloge, je dirais déjà. Donc j'espère être à la hauteur de cet éloge, mais vous verrez, je pense qu'effectivement, il y a eu enfin, je pense que toutes les créations, il y a un peu une dimension psychanalytique des artistes vis-à-vis de ce qu'ils font, au fond. Et ce que je vais partager avec vous ce soir, c'est quelque chose qu'au fond, j'ai en moi depuis toujours, c'est-à-dire cette volonté justement de lier à la fois une démarche cérébrale justement dans l'approche sonore et en même temps quelque chose qui parle avant tout au cœur et à l'émotion et à la sensualité. Et souvent, j'étais frustré dans la manière dont finalement même ma musique était enregistrée ou diffusée. Moi, l'époque du CD, j'ai beaucoup souffert. J'ai vraiment souffert parce que finalement, oui, tout à fait, parce que à la fois parce que moi j'ai vécu et on a vécu avec le CD l'antiquité du numérique. C'est-à-dire qu'on a vendu le CD sur le plan de marketing comme quelque chose comme le Graal en matière sonore. Et c'était vraiment un retour en arrière énorme par rapport au vinyle et par rapport même à la cassette, par rapport à l'analogique. J'avais le coutume de dire au début du CD que la différence entre l'analogique et le digital, c'est la différence entre une femme maquillée et une femme coupée en morceaux, et en gros morceaux. Maintenant, les morceaux sont devenus tellement fins qu'on ne voit plus que la femme en question est découpée. Donc du coup, aujourd'hui, le numérique est quelque chose qui est tout à fait, qui est même meilleur que l'analogique à bien des égards. Mais j'ai souffert de cette période-là, qui était pour moi quelque chose qui finalement m'a dévoyé, et a dévoyé en fait un certain nombre de gens de l'électronique, de l'électroacoustique, par rapport à cette perte de sens sur le plan de la sensualité et sur le plan du côté organique, qu'on peut récupérer aujourd'hui. Et finalement, pour moi, cette création-là, c'est vraiment un aboutissement personnel, quelle que soit la manière dont ça sera reçu. Mais pour moi, ça, c'est ce que j'ai toujours, au fond, voulu exprimer. C'est-à-dire prendre, à la fois faire un pont entre les sons, puisque la question que tu me posais par rapport à Oxymore, les sons électroniques et les sons électroacoustiques, c'est-à-dire les sons bruts, et pour en faire, en fait, pour arriver à les lisser comme on peut lisser, je ne sais pas si lisse que ça, mais je veux dire de leur donner un sens, de les inclure dans un projet qui est un projet qui en lui-même est cohérent, dans une cohérence en fait. Il y a même une pièce, on peut peut-être dévoiler, alors je ne sais pas si c'est un titre de travail, où tu intègres l'idée de sexe-machine, de la machine, du lien entre la machine et la sexualité. Oui, alors, c'était pas pour paraphraser James Brown, mais c'est vrai qu'il y a ce côté justement sensuel, presque sexuel dans la musique électronique qui est en fait pas du tout comprise, comme vous le savez, même encore maintenant, dans la manière de réfléchir à la musique électronique, qui est souvent considérée comme ou une musique de science-fiction ou une musique de dance floor. Et en fait, la musique électronique est beaucoup plus large que ça, et je pense qu'il peut y avoir un peu des deux, mais aussi d'autres choses. Ce qui est en fait l'idée d'Oxymore, avec en même temps ce lien avec Pierre-Henry, qui est au fond ce qui est intéressant, et je lui en sais gré d'ailleurs, là où il se trouve, c'est qu'en fait j'ai intégré au départ je pensais vraiment travailler sur les sons de Pierre-Henry de manière très importante, c'est-à-dire d'intégrer les sons presque de manière systématique. Et puis, chemin faisant, j'ai pas, au fond, il y a beaucoup de gens qui vont écouter Oxymore et qui vont dire « Ah oui, ça c'est, on entend Pierre-Henry ». Et en fait, c'est pas des sons de Pierre-Henry, c'est des choses que j'ai faites moi. Mais
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas du tout présent. Mais je veux dire que là où il a été important, je pense que c'est par rapport à une source d'inspiration et le fait de me libérer, de pouvoir faire ce trajet avec mes origines et de pouvoir justement arriver avec l'expérience que j'ai, de pouvoir utiliser ces fondamentaux que j'avais peut-être un peu laissés de côté ou un peu oubliés et de les ramener au centre de ma création. Et c'est vraiment ça que j'ai essayé de faire pour Oxymore. Tu as travaillé ici, à la Maison de la Radio et de la Musique, avec ton complice artistique qui est Hervé Desjardins, qui sera là ce soir, qu'on ne peut pas louper, même si on est dans le noir, je pense, grâce à sa belle crinière, sa belle chevelure. Comment vous avez travaillé, en fait? Est-ce que tu aurais pu faire Oxymore, par exemple, dans un studio d'enregistrement à la Seine-Saint-Denis ou à la Plaine Saint-Denis, pardon, ou chez toi? Comment tu as fait ce pas vers la Maison de la Radio et de la Musique, vers aussi un technicien, ingénieur qui est très affûté dans ces nouvelles technologies? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce retour à la maison, finalement? Ce retour, comme tu le sais, je l'ai fait depuis un moment, d'ailleurs aussi à travers toi et les liens amicaux qu'on a pu tisser au fil du temps, avec le travail que j'ai pu faire à France Info, qui a été pour moi un retour à la maison, c'est-à-dire de pouvoir finalement arriver et que la maison accepte aussi le fait de faire une musique, un habillage sonore totalement électronique. Je vois que c'était complètement, encore une fois, c'est aussi un signe d'une certaine forme d'audace d'un service public. C'est à des tas de créateurs, notamment dans les pays en voie de développement, qui n'ont pas nécessairement les mêmes ressources que les nôtres, de pouvoir justement arriver à s'exprimer. Donc ça c'est important. Mais alors maintenant, tu abordes aussi une chose qui est intéressante, c'est tout ce qui est en train d'émerger, que vous avez dû peut-être suivre plus ou moins, c'est l'idée de l'immobilier virtuel. En ce moment, il y a des gens qui achètent effectivement, qui achètent des fonds de commerce virtuels. Donc c'est intéressant, je trouve que c'est assez marrant. Et d'ailleurs, je profite de la sortie d'Oxymore pour, vous en entendrez parler, en fait, de manière, en avant-première, je lance ma propre ville qui va s'appeler Oxyville, et qui est une ville réservée pour les musiciens, mais où on ne fera pas nécessairement de business immobilier. Ça, c'est une info quand même. Ce soir, vous avez en exclusivité la naissance d'Oxyville. Jean-Michel, il ne nous reste pas énormément de temps et je sais que tu veux retourner dans ta matrice, qui est l'Agora, justement à 19h25. Parle-nous de ce lieu dans lequel tu vas jouer, qui est un lieu contraint, puisque ce n'est pas un lieu dédié à la musique, mais ça, je dirais que c'est ton credo depuis toujours, mais que tu as investi. Alors il y a à la fois la symbolique évidemment de la matrice, du cercle, il y a aussi la symbolique architecturale qui fait qu'on est un peu dans un univers matrixien, même si on sera en immersion et dans le noir. Qu'est-ce que raconte en fait cette scénographie qui sera celle de Oxymore pour l'Hyper Weekend Festival? Alors, comme tu le sais, au départ, l'idée c'était de faire. L'idée d'abord de Didier, c'était que cet Hyper Festival se déroule pendant 3 jours, du sol au plafond, si j'ose dire, c'est-à-dire du parking jusqu'au toit. Et bien entendu, quand il m'a parlé de ça, j'ai immédiatement été séduit par le parking. Il a préempté le parking, sans discussion possible. En fait, c'est pas exactement le parking, c'est la régie, pour les gens qui connaissent pas la maison, c'est là où les camions de retransmission sont garés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un parking il y a quand même une hauteur de plafond. Et donc l'idée, c'était justement, en même temps, de célébrer les racines de la musique électroacoustique dans finalement l'endroit des fondations de la maison, ce qui avait tout un sens. Et puis, pour des raisons. Pour différentes raisons, notamment restrictions sanitaires, où le festival était en grand danger, et c'est la ténacité de Didier qui fait qu'aujourd'hui on est là pour se parler. Et donc on s'est replié, si j'ose dire, dans un endroit qui est tout aussi symbolique, qui est, comme tu le dis, le cœur de la maison, qui est l'Agora, qui est un endroit beaucoup plus petit. C'est la raison pour laquelle on a décidé de faire en fait 6 représentations, 6 concerts, pour finalement avoir à peu près le même nombre de gens qu'on aurait pu avoir originellement, et avec
un endroit qui est assez qui est plutôt à la Matrix, qui est très futuriste, qui rappelle aussi un peu la cinquième dimension dans Interstellar aussi. Il y a un peu ce côté-là. Et donc il y a un endroit très futuriste qui pose énormément de problèmes sur le plan acoustique et qu'on a résolu, mais ça a été compliqué parce que c'est pas un endroit qui, comme tu le disais, est fait c'est un endroit qui est fait pour l'acoustique, et puis il a une forme particulière de demi-cercle, alors moi j'ai conçu les choses, j'ai conçu la spatialisation pour un cercle parfait, donc il a fallu réadapter ça pour une ellipse, si je peux dire, ça c'est sur le plan technique, mais en même temps c'est un très grand plaisir aussi de faire ce concert dans un peu le cœur de la maison. Ça a un lien, ça a un sens avec ce projet avec Pierre-Henri, de célébrer aussi les racines d'une maison qui a, comme je l'ai dit au début de notre conversation, tant fait et qui fait tant pour justement l'innovation et l'idée aussi qu'avec cette création et d'autres, de pouvoir faire en sorte que la maison de la radio française puisse devenir une référence en matière d'innovation, ce qu'elle est, mais ce que les gens à l'extérieur ne savent pas. Et finalement de prendre la place qu'a un peu laissé la BBC, que la BBC avait dans les années 90 ou des années 2000, qui était la référence absolue en matière radiophonique, de recherche, le côté cool britannien, etc., qui finalement a externalisé ses productions petit à petit, et qui aujourd'hui a perdu un peu son ADN. Et je pense qu'il y a une vraie opportunité pour que la maison de la radio et de la musique devienne cette référence au-delà des frontières, cette référence européenne et internationale sur le plan de l'innovation sonore. Et donc j'espère que justement ce travail que nous faisons ensemble soit une contribution à cette idée, et qu'on puisse justement, et que je puisse contribuer aussi à établir des ponts avec des gens comme Apple, des gens comme Dolby, etc., pour arriver justement à ce qu'on puisse faire en sorte que cette maison devienne aussi un hub et un cœur de création et de recherche ouvert à des jeunes artistes extérieurs, français ou internationaux. Et on en revient finalement au début de cette conversation avec ce lien que Schaeffer avait avec la radio, cette décision de la présidente Sibylle Veil de rebaptiser le bâtiment Maison de la radio et de la musique, cet Hyper Weekend Festival qui conjugue les deux, puisque ce concert sera retransmis sur France Musique dimanche soir en direct, et nous t'en remercions. J'avais envie, avant de donner la parole, et puis t'inquiète pas, tu vas retrouver ta matrice. Est-ce que tu n'es pas redevenu un peu adolescent? Tu l'as toujours été un peu, dans la manière de concevoir ton travail, mais est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pas le Jean-Michel Jarre finalement le plus proche de celui qu'a fréquenté Pierre-Henri et Schaeffer à ses débuts? Oui, je pense, c'est vrai que le moment d'adolescence, c'est vraiment le moment où on sent à la fois que toutes les portes sont encore ouvertes, parce qu'on n'en a encore ouvert aucune. Donc en fait, on est en attente, donc il y a un mélange de frustration et d'espoir qui en fait, après, va se rétrécir à cause de l'existence et du chemin qu'on choisit, sans vouloir faire de psychologie de comptoir, mais c'est la réalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, face à ces nouvelles technologies, face au fond à ce qui est un territoire vierge, toute cette histoire d'immersion est quelque chose d'incroyable qui va nous permettre de créer des choses et de vivre des choses dont on n'a même pas idée. C'est vrai, moi, me remet personnellement, et je pense que je ne suis pas le seul, dans un état d'adolescence avec cette création que j'ai faite un peu dans les mêmes conditions qu'Oxygène. C'est ça qui est assez marrant. En plus, il y a beaucoup de gens qui vont dire Oxymore, c'est un lien avec Oxygène. Pas du tout. En fait, j'ai même pas pensé à ça. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'a dit oui, c'est Oxymore en anglais. J'ai pas du tout pensé. Vraiment, franchement, beaucoup de gens pensent ça. J'ai pas du tout pensé à ça. Ouais. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, j'ai fait Oxygène dans les mêmes conditions, c'est-à-dire dans les trois derniers mois de l'année 76, et que j'ai terminé le 31 décembre. Et l'Oxymore, je l'ai terminé le 31 décembre à 16h26. Je m'en souviens parce que je n'ai pas dormi pendant une semaine, je m'étais promis de terminer ça en fin 2021. Et donc il y a aussi ce rapport chronologique qui est assez étrange, et en même temps cette jubilation d'avoir
de sentir d'avoir fait quelque chose qui est en accord avec moi, ce qui était le cas d'Oxygène, sans savoir ce qui allait se passer, et sans savoir non plus ce qui va se passer, parce que c'est le destin de tous les créateurs, de ce que cet oxymore va devenir, mais avec la même sensation de quelque chose de nouveau pour moi. Je ne parle pas du public, mais pour moi en tout cas, et de frais. Alors justement, on va, pour conclure, laisser la parole un peu au public. Je sais qu'il l'a gentiment et généreusement pris pendant que... Bon, on fait parler quand même déjà le deuxième ou troisième ou quatrième rang. Voilà, le fond de la salle, c'est pas mal aussi. On vous écoute. Ah oui, il y a plein de questions. Bonsoir et un grand merci pour tous ces partages toujours très riches, documentés. Et alors justement, entre la recherche et la création, le moment où l'artiste se donne bien l'obligation de partager une production, un concert, il y a un moment où il faut qu'il arrête ses choix, contrairement aux chercheurs qui pourraient continuer à chercher. Et j'ai en tête par rapport à vos créations deux grands aspects, le mélange des sons. Quand est-ce qu'on s'arrête pour décider de le faire ou pas? Il y a le partage sur Art of Noise, les deux versions, le moment où le son de libre peut changer. Et puis là, maintenant, il y a aussi à quel moment on s'arrête sur la spatialisation en plus. Comme ça. Et donc, comment on s'arrête au 31 décembre pour Oxygène et pour Oxymore, à la bonne date, alors qu'il y a 1 heure de production où tous ces choix sont à faire au fur et à mesure. Donc, quand est-ce que vous décidez de vous arrêter? C'est la deadline, c'est l'échéance, c'est Didier Varro par exemple, qui dit bon, c'est le 21 janvier. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'au départ, on avait parlé du 14 janvier. Je ne sais pas si c'était lui qui m'avait dit ça ou si j'avais mal compris. Mais d'un seul coup, d'avoir une semaine de plus, c'était un rêve. Mais en fait, c'est l'échéance qui fait que, par exemple, là, quand je vous quitte, je vais encore continuer à travailler. Et il ne faut pas le dire trop aux gens qui viennent ce soir. En fait, je continuerai à travailler demain et dimanche. Donc je pense théoriquement que dimanche soir, ce sera un peu plus abouti. Là, je vous rassure tout de suite pour des points de détail, mais que vendredi, et qu'effectivement, c'est jamais fini. Et alors la spatialisation, c'est un sujet qui est encore beaucoup plus compliqué, qui fait qu'en travaillant sur les mixages, etc., on découvre en permanence des problèmes ou des choses inouïes par définition. Donc c'est un travail qui par définition s'arrête jamais. Une autre question. Il y avait une deuxième main qui s'était levée plus loin encore. Et qui ne se lève plus. Ah, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Moi j'avais une question. Sur l'album Oxygène que j'ai réécouté il n'y a pas longtemps. Et j'ai réécouté un autre album aussi de Schulz, l'album Time Wine, qui sort 1 an avant Oxygène. Et j'ai eu l'impression qu'Oxygène était une sorte de réponse un peu à cet album-là, qui avait une prolongation de ces espaces sonores, de cette espèce de paysage, d'exploration qu'on a dans Oxygène. Et je voulais savoir si du coup l'album de Schulz avait été une source d'inspiration directe pour vous ou pas du tout. Non, pas direct. C'est effectivement une période de la musique de Klaus Schulze que j'aime beaucoup, parce qu'il y a effectivement cette idée impressionniste de paysage sonore qui n'est pas très allemand, en fait, qui est plutôt français qu'allemand, et qui est... les Allemands, c'est plutôt l'apologie de la machine, que ce soit aussi bien Kraftwerk, évidemment, avec le côté robotique, etc., mais en même temps, aussi en même temps Dream qui quittaient leur concert en laissant les séquenceurs tourner pour bien montrer que d'une certaine manière plus maître de leur machine, alors que Klaus Schulze a toujours eu, surtout à cette période-là, une approche plus impressionniste. Donc forcément, il y a forcément des passerelles de cette époque, et je suis heureux que vous puissiez en faire un lien, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup, et d'ailleurs surtout de cette période-là. Mais il n'y a pas eu j'ai pas eu peut-être une influence inconsciente, mais pas d'influence directe. Une autre question, voilà. Bonsoir. 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 Pour poursuivre un petit peu sur la scène allemande, il y avait le groupe Cluster qui, à l'époque aussi, travaillait avec des sons, parfois même de cuisine, d'instruments de cuisine, etc. Et puis de l'autre côté de l'Atlantique, il y avait Wendy Carlos. Et je me demandais comment vous voyez, sur ce paysage de temps et géographique, justement l'arrivée de ces différents styles de musique. Wendy Carlos ayant par ailleurs travaillé au Moog, comme vous le savez. Et comment vous vous situez, vous,
qui était un pionnier, un novateur aussi, par rapport à ces deux espaces géographiques très distants. En fait, à cette époque-là, on avait finalement, c'était évidemment bien avant Internet, et au fond, même si on était curieux, on avait moins de moyens d'information avec ce qui se passait de l'autre côté. Mais c'est vrai que je dis souvent que la musique électroacoustique, elle est avant tout européenne, française. C'est vrai qu'il y avait aussi des choses qui se passaient aux États-Unis, mais d'ailleurs plus sur le plan électronique avec des gens comme Wendy Carlos ou avec le label Téléphone, par exemple, qui a beaucoup défriché en la matière. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours eu une attirance entre la musique électroacoustique, une attirance hybride entre la musique électroacoustique et l'électronique. Et donc, Wendy Carlos, bizarrement, moi j'ai pas trop aimé Switch on Back, parce que pour moi c'est exactement l'inverse. Ça crée une grande confusion dans la manière dont les synthés ont été perçus par le grand public. C'est-à-dire une sorte d'ersatz d'un instrument qui est là pour imiter des sons acoustiques. En revanche, j'ai un amour immodéré pour Orange Mécanique, qui pour moi est un des plus grandes œuvres électroniques, qui est vraiment un chef-d'œuvre. J'adore Wendy Carlos, et notamment aussi tout ce qu'elle a pu faire, tout ce qu'il et puis elle a pu faire dans sa vie, mais c'est pas du tout été une influence directe en tout cas. Une dernière question peut-être, avant de libérer Jean-Michel. Non? Si. Bonsoir, ce serait pour rebondir sur le métaverse, en cette période de crise sanitaire et autres gestes barrières. Finalement, est-ce que cette capacité à se connecter à distance à l'avenir qui sera encore plus facile ne risque pas peut-être de nous éloigner les uns des autres au quotidien? C'est une question, que certains artistes relaient d'ailleurs, hein, souvent en disant il y a même quelques ennemis, entre guillemets, je n'ai pas d'autres terminologies que cette terminologie guerrière, de cette VR pour ça. Parce qu'en disant c'est la prolongation finalement, ce que dit très bien ce monsieur, de l'éloignement et du lien virtuel. Voilà. Alors, deux, trois choses rapidement pour répondre à votre question. La première, c'est qu'effectivement, je pense que le Covid et la crise sanitaire a joué un rôle d'accélérateur dans la prise de conscience des univers virtuels et de leur développement sur tous les plans. C'est un premier point. Le deuxième, c'est que à chaque révolution technologique, il y a toujours des inquiétudes et une manière dystopique de voir l'avenir. Et votre question me fait penser au début du cinéma, quand, à l'époque des Frères Lumière, quand les films étaient montrés dans les cirques, et que les gens du théâtre, du spectacle vivant, disaient mais ces gens qui s'agitent sur un drap blanc, là, ce ne sont pas des vrais acteurs. Un véritable acteur, c'est quelqu'un qui est sur une scène en face d'un public. Et des gens qui sont enregistrés sur un bout de plastique et qui ne rencontreront jamais leur public, est-ce que finalement, ce sont des artistes? Et le cinéma est devenu l'art majeur que l'on connaît. Et pour moi, la réalité virtuelle est exactement dans la même situation. Elle ne met pas en danger le spectacle vivant, elle le renforce, comme le cinéma renforçait le théâtre. Il y a plein de gens qui ont eu accès au patrimoine et au répertoire théâtral à travers le cinéma. Comme la télévision n'a pas tué le cinéma, mais elle l'a plutôt renforcé, et comme aujourd'hui, quoi qu'on pense de Netflix ou autre, Internet a plutôt donné accès à un nouveau public au cinéma, vers les films, même si après, évidemment, tout n'est pas rose. C'est pas mon propos et c'est pas le vôtre non plus. Mais tout ça pour dire que, d'autre part, le fait de s'immerger dans un monde virtuel n'est pas nécessairement synonyme de ne pas de plus communiquer avec son voisin. Je pense que tant qu'on est les êtres humains que nous sommes, et je veux dire que c'est pas idéaliste, mais on a besoin de contact physique. Donc, je veux dire qu'à chaque nouvelle invention, il y a eu la même chose. C'est-à-dire le fait de se dire, au début de la télévision,
les parents des enfants qui regardaient la télé disaient il y a une génération perdue, c'est des gens qui sont devant leur poste de télé, qui sont des veaux. Bon, le résultat, c'est que ces gens qui étaient des veaux potentiels, 25 ans après, ne regardent plus la télévision. Et la même chose avec les jeux vidéo, et aujourd'hui la même chose avec l'univers virtuel. Je pense qu'on va s'immerger, une génération va s'immerger de manière peut-être probablement exagérée, mais ensuite va simplement trier et va prendre ce dont elle a besoin, donc je ne suis pas particulièrement inquiet là-dessus. Merci beaucoup Jean-Michel Jarre. On va te retrouver donc dans le cadre de cet Hyper Weekend Festival. La première, c'est tout à l'heure à 21h30. Je voulais remercier le CNM, le Centre National de la Musique, qui s'est associé à la fois à cette création, mais aussi à cette masterclass. Et je les remercie parce que c'est important aussi que cette institution qu'on a tant attendue se trouve aujourd'hui opérationnelle, notamment dans le cadre de cette crise sanitaire où le CNM a joué un rôle très important. Mais elle va, je l'espère, cette institution en mouvement trouver sa vraie dimension dans justement l'aide à la création, le soutien à la filière, plutôt que ce rôle de pompier de secours dans une crise sanitaire qui n'était pas attendue par le CNM. Mais je les remercie vraiment du fond du cœur, comme je remercie l'ensemble des partenaires. Et je voulais surtout te remercier toi, parce que c'est toujours pour un artiste un moment un peu compliqué que de sortir de son acte créatif pour aller vers les autres. Mais c'est en fait ce qui te caractérise depuis que je te connais, c'est cette capacité à toujours aller vers les autres, toujours dans la générosité. Et ça s'appelle le talent. Et je voulais te remercier. Merci à vous. Merci à vous. On a continué l'oxymore, mais je voulais simplement dire aussi que le CNM, tu parlais du CNM, et que le CNM a été créé 75 ans après le CNC, c'est dire à peu près la hiérarchie qui est faite dans la musique par rapport à la littérature et au cinéma en France, et que justement le service public et la radio nationale est extrêmement importante justement pour continuer à protéger et à célébrer la filière musicale. Et ce festival, en fait, au-delà du fait de se réunir, etc., montre aussi le fait qu'il faut qu'il y ait justement des services publics qui puissent justement avoir une attitude plus objective vis-à-vis de la création, et que, en fait, moi, je dis ça vraiment parce que c'est une des choses, moi, qui m'a beaucoup agacé ces derniers temps, d'entendre certains en mettant en question la survie du service public, etc., enfin, pour des raisons qui, pour moi, n'en sont pas, et que moi, en tant que contribuable, j'ai toujours été heureux de pouvoir participer à quelque chose à une entité qui, en fait, est à notre service, au service de la musique. Et que ce festival, il existe justement parce qu'il y a des gens dans cette maison qui se battent avec. Il y a un côté Shadok ici, c'est sûr, il y a ce côté. Mais en même temps, il y a des individus qui se battent pour nous tous. Et pour justement que les artistes puissent continuer à s'exprimer, pour que les concerts puissent continuer à exister. Pour ça, il faut être relayé par des médias. Et aujourd'hui, on voit que et de manière objective, je dirais, et pas intéressé par d'autres paramètres, d'autres éléments qui sont malheureusement de plus en plus le cas. Dès qu'on sort d'ici, je parle des Zuckerberg, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui d'aller faire des concerts sur Internet, par exemple, parce que c'est aux mains d'entreprises américaines, par exemple. Donc tout ça, c'est important, et je pense qu'il faut le célébrer, il faut qu'on en ait conscience. Et donc, moi, vraiment, je remercie la Maison de la Radio de ne pas avoir baissé les bras. Il y a une énorme pression pour que ce concert, pour que ces festivals soient annulés. Parce que c'est plus facile. Et donc il faut se battre avec des moyens qui ne sont pas terribles, qui sont pas énormes. Et c'est vrai que Didier Varro n'en est pas là non plus pour se complimenter, c'est pas du tout le propos. J'ai mon opinion sur Didier Varro, c'est mon opinion personnelle, amicale, mais indépendamment de ça, je dirais qu'il faut en avoir pour pouvoir arriver à contre vent et marée, à arriver à ce que ce projet se fasse avec les histoires sanitaires contradictoires, avec les annulations potentielles, avec des artistes qui n'osent pas finalement se mouiller. Enfin, il y a plein de choses, tout ça c'est fragile, donc
c'est bien qu'on puisse se réunir ces 3 jours qui viennent et vraiment, encore une fois, je vous remercie d'y participer. Merci beaucoup.